de nombreux jeunes aux États-Unis, vous savez, choisissent le véganisme pour des raisons climatiques, vivent sans plastique, essaient d'explorer ce que signifie vraiment être en relation harmonieuse avec eux-mêmes et la Terre. Alors, comment pouvons-nous, je veux dire, c'est un petit groupe, n'est-ce pas? C'est 1%, vous savez. Comment étendre cet attrait de ce genre de questionnement de la vie à plus de jeunes? C'est une pente très glissante. Très glissante. Je le combats à ma façon tous les jours. Et je vois les défis. Et le défi que je vois, professeur, n'est vraiment pas technologique. La jalousie, vous ne pouvez pas la traiter par la technologie. L'ignorance, vous ne pouvez pas la traiter par la technologie. L'absence d'amour, vous ne pouvez pas la traiter par la technologie. Toute l'obscurité inhumaine en vous ne peut être gérée par la technologie. Et quand je parle de véganisme, ou quand je parle de plastique, ou quand je parle de population, quand je parle de climat, l'obstacle auquel je fais face, je le répète, n'est pas technologique. Ce n'est pas que les gens ne connaissent pas de meilleures technologies. Ce n'est pas que les gens ne connaissent pas les chiffres. C'est juste que les gens n'ont pas été assez sensibilisés. Les gens ne sont pas assez aimants. Alors, revenons à votre idée d'impliquer les jeunes dans le concept de but, n'est-ce pas, et les aider à comprendre que le but n'est pas de mourir avec le plus de jouets, comme nous aimons le dire. Vous savez, cela ne devrait pas être votre but dans la vie. Et je pense que les jeunes, ils sont ouverts. Je veux dire, il y a quelque chose chez les jeunes qui fait qu'ils cherchent cela. Et peut-être que cela devrait être l'objectif de l'enseignant, n'est-ce pas? C'est d'aider les jeunes à remettre en question cette sorte d'engagement envers la consommation sans fin. Comment faites-vous, si vous, et je vois beaucoup de jeunes aux États-Unis qui, vous savez, choisissent le véganisme pour des raisons climatiques, vous savez, vivent sans plastique, vous savez, essayent d'explorer ce que cela signifie vraiment d'être en quelque sorte en relation juste avec eux-mêmes et la Terre. Alors, comment faisons-nous, je veux dire, mais c'est un petit groupe, n'est-ce pas? C'est 1%, vous savez. Comment pouvons-nous élargir cet attrait, ce genre de remise en question de la vie à plus de jeunes? Les enseignements, tout comme vous les abordez. Nous devrons enseigner. Nous devrons enseigner. Et je suppose que toute bonne entreprise aujourd'hui, pour survivre, doit d'abord générer de la sensibilisation. Par conséquent, elle doit être dans le métier de l'enseignement, n'est-ce pas? Parce que le bon produit aujourd'hui aurait besoin d'un acheteur averti. Vous savez, vous ne pouvez tout simplement pas vendre la bonne chose à la mauvaise personne. Si je suis quelqu'un conditionné par des générations de consommation de publicité et de valeurs culturelles mal placées, et que quelqu'un propose un excellent produit ou un excellent service, je ne vais pas l'acheter. Donc, si je trouve quelque chose qui est vraiment bien, d'un point de vue interne, d'un point de vue écologique, alors je devrais d'abord générer de la sensibilisation. Et je devrais être prêt à faire cet effort supplémentaire et à mettre autant d'efforts supplémentaires. Donc, l'activité d'enseignement est ce dont ce monde a besoin aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut être, dans ce sens, uniquement un enseignant, mais vous devrez aussi être un enseignant. Oui. Vous voulez, par exemple, créer un excellent café végétalien ou une excellente recette végétalienne ou un produit végétalien emballé dans un endroit, disons, comme dans le nord de l'Inde, où il n'y a pas beaucoup de sensibilité ou de conscience concernant le véganisme, et où la production et la consommation de produits laitiers sont une valeur culturelle. Tout d'abord, vous devrez éduquer la population, et vous devrez l'éduquer jusqu'à un point où elle est prête à accepter le produit, même s'il s'avère un peu coûteux. Donc en général, ce ne sera pas très cher. Mais même si c'est le cas, l'éducation le rendra acceptable et abordable pour les gens. Même chose quand il s'agit de vêtements, quand il s'agit d'automobiles, quand il s'agit même de destinations touristiques, vous savez? Ou quand il s'agit de moyens de gratification, vous savez?
C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre. Aidez-moi s'il vous plaît, sinon je suis curieux de savoir comment puis-je avoir une grande entreprise sur un marché qui ne valorise pas cette entreprise. Comment vais-je obtenir mes employés? Comment vais-je obtenir mes fournisseurs? Comment vais-je obtenir mes clients? Même le gouvernement ne va pas me soutenir. Je préférerais plutôt découvrir que le gouvernement subventionne mon concurrent et que ce concurrent se régale de toutes sortes de technologies obsolètes et polluantes. Mais parce que ce concurrent a un marché autour de lui. Et dans une démocratie, c'est les chiffres qui comptent. Donc le gouvernement semble être plus aligné avec lui. Comment vais-je survivre sur le marché? Donc je dois être enseignant. Je sais que ça va être difficile, mais en tant que jeune, quand on parle de ce segment, en tant que jeune, je devrais avoir l'endurance pour les problèmes. Pourquoi pas? C'est probablement ce qui rendrait la vie digne d'être vécue. Oui, oui. Eh bien, je pense que nous sommes d'accord alors que fondamentalement l'éducation est la clé et que nous avons besoin de personnes avec une vision différente de la façon dont les humains devraient vivre sur la planète pour devenir éducateurs. Et je dirais juste que pour la vision de notre enseignement, c'est vraiment de reconnaître que de nombreux enseignants, de nombreux étudiants, de nombreux membres du personnel dans les universités et les lycées et les écoles secondaires, ils comprennent la profondeur de la crise climatique. Ils savent que c'est existentiel, n'est-ce pas? Ils savent que si nous ne changeons pas de cap, que nous allons vivre dans un monde où dans de nombreuses régions du monde, il fera tout simplement trop chaud pour y vivre, où le niveau de la mer augmentera, où les récoltes échoueront, et ils ont peur de cela, n'est-ce pas? Et c'est un moment pour vraiment repenser ce que nous faisons sur cette planète, si c'est la direction que nous prenons. Et donc, le but de l'atelier est simplement de rassembler toutes ces personnes et d'avoir cette conversation. Oui, nous pouvons gagner du temps avec la technologie, n'est-ce pas? Oui, nous pouvons le faire. Mais à la fin de la journée, que cela nous dit-il sur les humains et la façon dont nous vivons sur la planète? Donc, c'est ça l'objectif de l'enseignant. Il s'agit vraiment de créer une communauté mondiale d'éducateurs et de leur donner la possibilité d'interagir entre eux. Nous le faisons lors d'appels Zoom, mais aussi de réunir des personnes de leur communauté avec une préoccupation similaire pour commencer à avoir ces conversations. Et quand nous parlons de consommation, docteur, la consommation très basique de la nourriture, tout comme nous ne voulons pas parler de nos nombres sur la planète parce que cela devient une question émotionnelle dans un système démocratique. Nous ne voulons pas non plus parler de nos choix alimentaires. Mais le fait est, et les chiffres sont bien connus, que l'alimentation est probablement le plus grand, ou sinon, le deuxième plus grand contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. Et nous ne voulons pas en parler. Et le fait est, les choix alimentaires qui émettent du carbone sont aussi principalement des choix alimentaires qui impliquent de la cruauté envers les animaux, qui impliquent une relation déformée entre notre espèce et les autres espèces. En fait, quand on dit que nous devons prendre soin de nous-mêmes, que nous devons nous soucier de notre avenir, comment allons-nous apporter ce genre d'amour de soi? Je nous invite à y réfléchir. Comment aurons-nous ce genre d'amour de soi si nous n'avons pas d'amour pour les autres espèces qui peuplent cette planète? Je veux dire, la chose même dans mon assiette vient à la suite d'un abattage. Pourquoi alors ne serais-je pas intéressé à arrêter le massacre des plus grands puits de carbone de la planète, les forêts? Pour le bien de ma nourriture, nous tuons pas seulement directement. Et même comme nous avons parlé au cours des 30 dernières minutes environ, des millions d'animaux ont été abattus pendant ces 30 minutes, juste pour notre appétit. Et non seulement ces animaux sont abattus, mais les forêts sont aussi défrichées, juste pour que nous puissions avoir des fermes pour élever ces animaux, non? Maintenant, en défrichant ces forêts, nous effaçons les plus grands puits de carbone que nous puissions avoir. Aussi nous volons aux espèces leur habitat. Et en faisant tout cela,
Comment montrons-nous une quelconque forme d'amour de soi? L'amour de soi, lorsqu'il s'agit de parler de nos propres intérêts en tant qu'espèce, doit être inséparable de l'amour pour l'écosystème plus large. Malheureusement, ce n'est pas ce que notre éducation enseigne aux jeunes. Sinon, il serait très, très facile de s'occuper de ce problème. Tous les délais que nous nous fixons, que ce soit 2030, 50 ou 70, nous pouvons surpasser les attentes même avant ces délais parce que c'est nous qui le faisons. C'est le défi et c'est l'opportunité. Ce n'est pas envoyé par les dieux, ce n'est pas conspiré par les extraterrestres. Nous le faisons. Et si nous le faisons, nous pourrions tout aussi bien l'arrêter maintenant. Mais pour l'arrêter, nous avons besoin du type de conscience qui se reconnaît elle-même comme la coupable, qui reconnaît qu'elle a vécu dans l'ignorance. Et elle a vécu dans l'ignorance tout au long de ces siècles. Juste que l'ignorance ne montrait pas ses conséquences dévastatrices, parce que nos nombres n'étaient pas si grands. Et parce que la révolution industrielle n'avait pas encore eu lieu, nous n'avions donc pas autant de pouvoir de destruction entre nos mains. Maintenant, nous avons les chiffres, et nous avons l'industrie, et nous avons la technologie et le savoir-faire, les connaissances, et nous avons un grand pouvoir. Et tout cela est une combinaison très, très explosive. Donc c'est là où nous en sommes. C'est une pente très glissante. Une pente très glissante. Je lutte à ma manière chaque jour. Et je vois les défis. Et le défi que je constate, professeur, n'est vraiment pas technologique. La jalousie, vous ne pouvez pas la traiter par la technologie. L'ignorance, vous ne pouvez pas la traiter par la technologie. Le manque d'amour, vous ne pouvez pas le traiter par la technologie. Toute l'obscurité humaine à l'intérieur, vous ne pouvez pas la traiter par la technologie. Et quand je parle de véganisme ou de plastique, ou de population, quand je parle de climat, l'obstacle auquel je fais face, je le répète, n'est pas technologique. Ce n'est pas que les gens ne connaissent pas de meilleures technologies. Ce n'est pas que les gens ne connaissent pas les chiffres. C'est juste que les gens n'ont pas été assez sensibilisés. Les gens ne sont pas assez aimants. Les normes que nous avons, les normes post-période des Lumières en Europe, les valeurs religieuses que nous avons, les valeurs religieuses déformées, qui ne sont pas les vraies valeurs spirituelles, elles ne sont pas du tout propices à une solution de ce problème. L'éducation, je pense, malheureusement, heureusement, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Nous avons besoin, je veux dire, d'énormes armées d'éducateurs dévoués. Nous avons besoin d'une propagande énorme. Nous avons besoin de publicité sous toutes ses formes. Nous avons besoin de gens pour aller frapper à chaque porte, ouvrir les portes, entrer et faire des tutoriels. Et si cela peut arriver, alors probablement nous pouvons avoir des gouvernements pour taxer les bonnes choses, pour subventionner les bonnes choses, et seulement alors nous pouvons avoir des politiques publiques dans la bonne direction. Eh bien, vous savez, moi, certainement, en tant qu'éducateur moi-même et quelqu'un qui organise une journée mondiale d'enseignement sur l'injustice climatique, c'est une position très bien exprimée. Et moi, je suis d'accord avec vous sur ce point, qu'il existe de nombreuses solutions à notre portée. Et l'alimentation en est évidemment une part très importante. Et engager les gens dans cette conversation fait partie de ce que nous voulons faire dans le cadre du teaching. Et je pense que l'alimentation est une voie merveilleuse pour amener les gens à réfléchir à leur relation avec la planète. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller très loin à partir de ce qu'il y a dans votre assiette pour comprendre comment vous avez un impact sur le monde. Pour moi, j'ai écrit un livre il y a environ 15 ans intitulé « Fighting for Love in the Century of Extinction » et ça, d'une certaine manière, ça va dans l'autre sens, qui est « Comment faire pour vous ». Qu'est-ce qui nous motive à nous soucier des espèces du monde? Pourquoi faisons-nous cela? Et fondamentalement, c'est parce que si vous sortez dans le monde et que vous regardez le ciel et que vous touchez une poignée de terre ou que vous sentez
l'odeur venant des buissons, c'est quelque chose que nous ne voulons pas perdre. C'est ce que nous perdons, non? C'est cette connexion avec le monde extérieur et c'est une grande partie du but humain, je pense. C'est protéger ce monde afin qu'il soit là pour nos enfants et pour tous les humains à venir. Ce qu'il faut faire, c'est sortir et être là avec les arômes naturels. Et simplement observer un animal, si c'est assez sûr. Simplement toucher un petit animal. Ou s'allonger sous le ciel étoilé et pouvoir faire une pause et méditer. Tout d'abord, vous avez besoin de valeurs qui vous disent que vous n'avez pas besoin de chercher le succès tout le temps. Vous savez, pensez à un étudiant de premier cycle. Pourquoi passerait-il ses nuits à regarder le ciel étoilé s'il pouvait plutôt travailler dur pour obtenir de meilleures notes et s'assurer une meilleure offre d'emploi? Je ne dis pas qu'on ne devrait pas étudier et améliorer ses notes. Mais la question est, avons-nous une culture? Avons-nous le type d'éducation qui encourage la réflexion et la méditation? Des valeurs spirituelles de base comme l'examen de soi? Ou en tant qu'enseignants, nous motivons sans cesse nos élèves et les pressurons plutôt à faire ceci, à être meilleurs, à réaliser plus, à avoir de meilleures notes et un meilleur diplôme, une meilleure offre d'emploi, un stage ici et un emploi là-bas, et toutes ces choses. Vous savez, si la réussite de l'étudiant est mesurée par toutes ces choses, dites-moi pourquoi il passerait simplement du temps assis au bord de la mer à ne rien faire. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'il faut juste s'asseoir près de la mer et ne rien faire, mais on devrait en réalité consacrer une grande partie de la journée à cela et le faire une fois par mois. Merveilleux, vous savez, en le faisant, vous savez, c'est une belle manière de passer. Nous faisons bien ensemble, docteur. Oui, nous allons le faire. Et vous savez, nous arrivons à la fin de notre heure et je suis tellement reconnaissant pour le travail que vous faites et pour la perspective que vous partagez. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent, parce que nous sommes tous tellement pris dans cette course que nous devons nous arrêter. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité de parler avec vous aujourd'hui. C'était une heure formidable. C'est une heure formidable. Et je suis sûr que nous aurons encore de telles conversations à l'avenir. D'accord. Ravi d'avoir parlé avec vous. Super, merci beaucoup.